Malgré les recherches et les ressemblances entre les deux affaires, Lucas choisit à son instinct de suivre la piste de Durham en Caroline du Nord, l'affaire de Samantha Brown. Il faut aussi dire que pour arriver à devenir une entité meurtrière, il faut que de son vivant, la jeune femme ait vécu puis est morte dans d'atroces souffrances. Entre Samantha Brown et Gabriela Martinez, celle qui avait le plus souffert, c'était bien la première, pour qui le meurtrier n'a jamais répondu de ses crimes, nourrissant ainsi la vengeance de l'opprimé. Lucas prit son sac à dos ainsi que sa valise pour y mettre quelques vêtements et quelques livres lorsque son téléphone sonna. « Salut beau gosse !» C'est Lucas. Tu as trouvé les adresses ? Oui, je t'ai tout envoyé par mail. Tu vas commencer par quelle affaire ? Celle de Durham, en Caroline du Nord. Pourquoi celle-là, Luc ? C'est Lucas. Cette femme a l'air d'avoir bien plus morflé que l'autre. Et son mari, qui est son meurtrier, s'en est sorti comme si de rien n'était. Si je me trompe, je ne tarderai pas à aller directement à New York. Dommage que les articles ne donnent pas plus de détails. Comme quoi ? Le nombre de coups de couteau donnés. Ah, c'est le nombre de fois où il faut dire son nom, c'est bien ça ? C'est vrai que ça change en fonction des rituels. Exactement. Dans cette affaire, il faut répéter 13 fois le nom de Bloody Mary. Donc j'imagine que ça indique le nombre de fois où elle a été poignardée. Mais ce genre de détail n'était pas relevé à l'époque. Et si tu te trompais totalement ? Que ce n'était aucune de ces deux affaires ? On se connaît depuis assez longtemps pour que tu saches que je ne me trompe jamais. Bien sûr, tu es Lucas Selger. Je te laisse. De rien, beau. Il raccrocha sans dire au revoir à son ami. Enfin, ami est un bien grand mot. Il a toujours vu en Tracy une personne douée pour trouver les détails qui lui manquaient. Mais pas plus douée que lui. En fait, elle était surtout utile lorsqu'il n'avait pas trop le temps de chercher. Et il faut dire que travailler à la police lui confère un atout non négligeable. Dans ce genre de cas, elle pourrait par exemple lui dire rapidement où les affaires appartenant au défunt se trouvent, même si cela remonte à plusieurs siècles. Pour lui, Tracy a toujours été trop amicale, trop bavarde. Sa personnalité ne collait pas vraiment avec lui, mais il ne pouvait se passer de ses services. Il ne se l'avouait pas, bien évidemment, se persuadant être capable de faire ce qu'elle fait. Mais pour la protection des victimes, il se devait de faire vite. Voilà pourquoi il la supportait, d'après lui. Ses affaires rangées, il sauta dans son véhicule et roula jusque l'aéroport. Il acheta un aller direct vers Durham. 2 heures après, il était dans l'avion, au-dessus du Montana, en route vers sa destination. Il comptait lire pendant les 7 heures qui suivent tout ce qu'il y avait à savoir pour arrêter une Bloody Mary. Avec les années, il était paré, mais ce qui faisait sa force, c'est qu'il ne baissait jamais sa garde. Il a beau avoir résolu une affaire de Bloody Mary peu de temps auparavant, il ne tient jamais rien pour acquis. Toutes les affaires ont des similitudes, mais sont néanmoins totalement différentes. Une fois arrivé à destination, il récupéra de nouveau un pick-up de location, puis se rendit sur Millhouse Road, au numéro 6006, correspondant à l'ancienne habitation de Monsieur et Madame Williams. Il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Le mail de Tracy contenait seulement le numéro et le nom de la voie. Millhouse Road traversait une forêt. Le soleil était encore haut dans le ciel lorsqu'il arriva devant une grande maison. En fait, cette dernière était bâtie entourée d'arbres. Pas étonnant que personne n'entendait les cris de la pauvre femme, seule loin de tout. Et les serviteurs qui s'occupaient de la maison n'osaient rien dire, de peur de perdre leur seule source de revenus. Une époque bien sombre pour les femmes. Il descendit de son véhicule et se rendit vers la bâtisse qui avait l'air abandonnée. 3 étages surplombaient les alentours, donnant un côté effrayant à la vieille maison, sur un tapis orange de feuilles mortes. Il s'avança doucement vers la porte d'entrée et tenta de l'ouvrir, mais en vain. Soudain, il sentit une odeur de café. Malgré les apparences, la maison n'était pas abandonnée, mais bien occupée. Il retourna à son véhicule et prit son téléphone. Tracy, c'est Lucas. Oui, je sais, Lucas. Ton numéro s'affiche sur mon téléphone. Tu vas bien ? Tu es bien ? La maison est habitée. Oui. Ai-je oublié de le mentionner ? Oui, je ne me suis pas préparé. Fais ressortir tes talents d'acteur. Sois un électricien aujourd'hui. Je n'ai pas le matériel avec moi, vu que tu ne m'as pas dit qu'elle était habitée. Pas besoin de matériel. Tu as l'habitude depuis le temps, non, beau gosse ? C'est Lucas. Et non, je n'ai pas l'habitude. J'ai horreur de ça. Écoute, c'est simple, improvise. Je vais voir ce que je vais faire. Si tu veux...
Il raccrocha sans attendre et se rendit de nouveau vers l'habitation avec un plan en tête. Il frappa à la grande porte en bois et attendit un moment. Un vieil homme ouvrit la porte. Il était assez petit, chauve et tout fripé. Il portait une chemise et un pantalon délavé. Ce dernier scruta Lucas d'un air perplexe. « Bonjour, puis-je vous aider, jeune homme ?» Bonjour, monsieur. Je m'appelle Lucas Selger, et je souhaiterais m'entretenir avec vous au sujet d'une affaire particulière. Il s'agit d'une jeune fille qui a fait un rituel invoquant Bloody Mary, et je pense que l'entité apparue vivait dans cette maison il y a un peu moins de 200 ans. Le vieil homme le regarda d'un air encore plus déconcerté. « Je viens de me faire du café. Vous en voulez ?» Je préfère du thé. « D'accord. Entrez, je vous prie. » Lucas suivit le vieil homme jusqu'au salon composé de canapés en cuir marron. Cette maison était en très mauvais état. Personne n'en prenait plus soin depuis très longtemps. Mais il était évident qu'elle devait faire partie des plus belles demeures de l'État un siècle auparavant. « Installez-vous. Je vais vous faire du thé. » N'oubliez pas la cuillère. « Très bien. » Il s'en alla dans la cuisine d'où pouvait le voir Selger. Vu la lenteur à laquelle il marchait, il savait que son thé ne serait pas prêt avant au moins une demi-heure. « Vous vivez seul ?»« Oui. » lui répondit le vieillard depuis la cuisine. Ma défunte femme nous a quittés il y a déjà 9 années. Ce satané cancer aura eu raison d'elle. Nous n'avons pas eu d'enfants, malheureusement. Donc je me retrouve seul dans cette grande... Qui sont ces personnes ? Lucas se leva du vieux canapé et s'approcha des portraits de toutes les tailles accrochés au mur du salon. Oh, ce sont tous les habitants de la maison, depuis des générations. Ma femme n'a jamais voulu s'en débarrasser. Elle était persuadée que chaque âme qui habitait un endroit laisse sa trace et continue à y vivre. Le propriétaire continuait à parler sans que Lucas ne l'écoute, intrigué par un portrait en particulier. Une jeune fille, très jeune, aux côtés d'un homme beaucoup plus âgé. Le vieillard apparut dans le salon, un plateau dans la main contenant une tasse de thé et une cuillère. Bien sûr, elle me manque tellement. Mais que voulez-vous? La vie est ainsi faite. On ne peut rien y changer. Un jour, je la... Qui est-ce ? Lui demanda Lucas en pointant du doigt le couple sur le portrait. Je ne sais pas comment il se nomme. J'ai ma petite idée. Lui rétorqua Selger en retournant s'asseoir. Vous ne m'avez pas expliqué en détail ce qui vous a mené là. Le sucre. Pardon? Vous avez oublié le sucre. À quoi me servirait la cuillère ? Oh, excusez-moi, très cher monsieur. Je vais en chercher. Patientez, je vous prie. Il se leva difficilement et se rendit à la cuisine plus rapidement pour revenir avec une coupe de sucre ainsi que sa tasse de café. Voyez comment je n'ai plus toute ma tête. J'ai même oublié mon café. Il se rassit en posant délicatement le sucre près de la tasse de thé. La pièce replongea dans le silence, brisé par le tintement de la cuillère touillant le thé de Lucas. Le vieil homme observait le jeune, intrigué par sa concentration dans les tâches aussi futiles soient-elles. Vous venez d'où? D'où je viens ou bien d'où je suis ? Les deux? Je suis originaire du Missouri, mais je viens du Montana pour l'affaire que je traite actuellement. Il but une gorgée de thé, reposa la tasse, puis sortit son carnet de notes avec un stylo. Connaissez-vous Samantha Brown Williams ? Non, pas que je sache. C'est elle sur le portrait que vous avez accroché là, accompagnée de son époux, Marcus Williams. Ce portrait a sûrement été peint en août 1825, à la date de leur mariage. J'ai toujours cru que c'était un père et sa fille. Non, c'est bien un homme avec sa femme. Lucas sortit une copie de l'article décrivant la scène de crime et la tendit à son hôte. Elle sera battue et enfermée plusieurs fois dans leur grenier. C'était un homme jaloux et possessif, s'imaginant que Samantha le trompait dès qu'il avait le dos tourné. Il finira par la tuer dans leur chambre à coucher. Quelle horreur! S'offusqua le vieil homme qui reposa sa tasse de café sur la table basse. Le silence revint où Selger sirotait son thé avec délectation. Je ne comprends toujours pas ce que vous faites ici. Juliette, une adolescente à la recherche de sensations fortes, comme d'habitude, a eu la brillante idée d'invoquer Bloody Mary. Je suis pratiquement sûr que l'entité qui lui est apparue était l'esprit de Samantha Brown. Mais Bloody Mary n'est pas... Non, Bloody Mary n'est pas une seule et unique entité. Et
Il s'agit de femmes qui ont vécu une vie horrible, puis qui sont mortes dans d'atroces souffrances, devant un miroir, comme si leur haine, leur peur, leur souffrance se retrouvaient coincées dans ce monde parallèle que nous renvoie le miroir. Elles ne s'appellent pas toutes Marie, mais elles ont vécu à peu près la même chose. Je le vois. Et cette jeune fille, Juliette, comment a-t-elle fait pour se mettre dans ce pétrin? Écoutez, je suis venu pour vous poser des questions, pas le contraire. Oui, pardon. J'avoue que je vois tellement peu de monde que le moindre visiteur me fait plaisir. J'ai tendance à trop parler et à être très curieux. Vous savez? Je peux monter à l'étage? Oui, allez-y. Je peux vous accompagner? Lucas fit un signe de tête et se dirigea vers les marches accompagné du propriétaire. L'escalier conduisait à plusieurs portes donnant sur des chambres devenues des débarras pour la plupart. En faisant le tour, il cherchait le miroir mentionné dans la copie de l'article qu'il tenait dans la main. Mais malgré ses recherches, il ne trouvait rien. Vous n'avez pas de miroir ancien dans cette maison? Il y en a un, oui, dans mon ancienne chambre. Ancienne chambre? Oui, suivez-moi. La chambre est au 2e étage. À vrai dire, c'était notre chambre quand ma femme était encore en vie. Puis lorsqu'elle est morte, je n'ai plus osé y dormir. Je ressentais comme un manque, une douleur indescriptible me prenait au cœur quand je rentrais dedans. J'ai préféré déménager dans une chambre au 1er étage. De toute façon, mes articulations ne me permettraient plus de monter aussi haut. Voilà la chambre. Le vieux s'arrêta devant une très belle porte en bois qui avait bien vieilli. Il l'ouvrit et s'engouffra dans la pièce avec Selger. Voici le fameux miroir. Il a toujours été ici. Jamais nous ne l'avons déplacé. Le miroir était grand, environ 1,50 m de hauteur pour 80 cm de largeur. Il était très ancien, au contour doré. Lucas prit de son sac, qui ne l'avait pas quitté, une lampe torche ainsi qu'une loupe. Il scruta les moindres recoins de l'objet. Bingo. Qu'y a-t-il? Des traces de sang. Des gouttelettes imperceptibles à l'œil nu. Il a dû avoir été nettoyé avec précision. Mais bon, certaines zones sont impossibles à atteindre. Si cela ne vous dérange pas, monsieur... Olson. Je m'appelle Jacques Olson. Oui, monsieur Olson. Je vais prendre le miroir avec moi. Prendre le miroir? Mais pourquoi? Il me le faut pour sortir Juliette de la situation où elle s'est fourrée. Mais je... Ne vous inquiétez pas, vous aurez un dédommagement. Il date du 19e siècle. Sur le marché, il vaut entre 600 et 800 $. Donc je vais vous en proposer 1000 pour compenser le dérangement. Le quoi? Allez, 1200, vous avez raison. Je prépare les papiers. Il prit le miroir dans les mains et se dirigea vers les escaliers. Il le mit près de la porte d'entrée et, toujours suivi par M. Olson, il retourna au salon afin de finaliser la transaction. Voici le chèque d'un montant de 1200 $ comme convenu. Et veuillez s'il vous plaît signer ce papier. J'y ai détaillé la transaction, ce que je pourrais transférer à Madame Jones. Madame Jones? La mère de Juliette. Ah, d'accord. Il signa le papier sans autre parole. Vous ne lisez pas? Non, je vous fais confiance. Faire autant de routes pour aider une jeune fille ne peut faire de vous qu'un homme bien. Je n'ai pas eu la chance de... Le thé était délicieux. Au revoir. Lucas se leva d'un bond en refermant son sac. Il retourna près de la porte d'entrée et prit le miroir avant de la passer. M. Olson regarda l'homme rejoindre son véhicule et le vit démarrer, puis referma la porte pour se retrouver de nouveau seul dans sa grande demeure, ayant pour seul compagnon les portraits des anciens habitants et le souvenir de sa femme.